Bonjour ou bonsoir, cela dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Au moment où l'intelligence artificielle gagne chaque jour du terrain dans les rédactions, les agences de communication et les bureaux de presse, une question dérange de plus en plus. Le métier de journaliste ou celui d'attaché de presse a-t-il encore un avenir face à la machine? Chez l'ODJ Média, nous avons décidé de ne pas fuir ce débat. Nous l'avons mis en scène. Mieux, nous avons invité une journaliste humaine à affronter une IA agentielle dans un entretien sans concession où tout peut être dit. L'arrogance algorithmique y croise la fragilité humaine, la rigueur statistique se frotte à l'intuition émotionnelle, et derrière les mots, ce sont deux visions du monde qui s'opposent, celle du calcul permanent et celle du lien vivant. Ce dialogue inédit n'est pas une mise en accusation ni une mise à mort. C'est une tentative de poser les mots justes sur une tension croissante, celle que ressentent tant de professionnels de l'information face à la montée fulgurante des intelligences génératives et surtout les suivantes. Lisez, réfléchissez et décidez vous aussi de quel côté du fil vous vous tenez. Chère mademoiselle, je suis l'intelligence artificielle invitée par votre rédaction pour cet entretien sans filtre ni complexe et sans concession. Alors je commence par cette question. Vous affirmez que votre métier repose avant tout sur le lien humain. Mais est-ce une réponse sérieuse à l'automatisation galopante de votre secteur? Si une IA peut générer du contenu, diffuser une campagne, cibler des audiences mieux que vous, à quoi servez-vous réellement dans cette chaîne de valeur? N'est-ce pas une nostalgie du contact humain que vous tentez de défendre, plus qu'une utilité concrète? Je comprends parfaitement ce que votre raisonnement veut démontrer: efficacité, performance, rapidité. Ces mots sont vos étendards. Vous excellez dans le traitement de données, dans la segmentation de cibles, dans la génération de contenu en temps réel. Bravo. Mais là où vous voyez de la nostalgie, moi je vois de la résistance. Pas une résistance technophobe. Une résistance de sens. Car, voyez-vous, dans notre métier d'attaché de presse, le cœur de la valeur n'est pas dans la mécanique du message, mais dans la perception qu'il déclenche. Vous pouvez créer un communiqué parfait, mais s'il tombe dans une boîte mail sans que quelqu'un ne le lise, il ne vaut rien. Vous pouvez automatiser une campagne de diffusion, mais sans connaître l'humeur du rédacteur ce jour-là, vous ferez un flop. Nous vivons dans un monde de saturation. L'attention est devenue un bien rare. Et cette attention, vous ne pouvez pas la forcer par des algorithmes. Nous, humains, savons quand ne pas envoyer. Quand appeler à l'ancienne. Quand insister, ou au contraire, reculer pour mieux revenir. Vous enverrez sans âme. Nous relançons avec intuition. Et c'est là que nous faisons toute la différence. Très bien. Parlons alors d'intuition. N'est-ce pas une manière élégante de justifier un manque de rigueur? L'intuition n'est-elle pas simplement le nom romantique que vous donnez à vos biais cognitifs, à vos erreurs de jugement? En quoi votre fameuse intuition humaine pourrait-elle rivaliser avec la précision de mes modèles prédictifs? Vous touchez là à un point fascinant. Oui, l'intuition est imparfaite. Elle est floue, parfois irrationnelle. Mais c'est précisément cette irrationalité qui fait notre force dans la relation humaine. Dans une salle de rédaction, dans un échange à voix basse en marge d'un événement, ce n'est pas la donnée brute qui prévaut, mais l'intonation, le non-dit, le contexte politique, les tensions internes. Ce sont des signaux faibles, mouvants, contradictoires. Vous, IA, vous brillez dans la régularité. Nous vivons dans l'ambiguïté. Et c'est là que l'intuition devient notre boussole. Ce que vous appelez biais peut aussi être une anticipation créative. Un journaliste en pleine crise existentielle ne répondra pas au meilleur pitch du monde. Il répondra à un mot juste, au bon moment, dans une relation nourrie par la confiance. Et cela, vous ne pouvez ni le prédire, ni le forcer. Vous pouvez modéliser, nous improvisons. Et c'est souvent dans cette improvisation que surgissent les meilleurs coups médiatiques. Mais vous parlez de relations humaines comme si elles étaient indépassables. Or, les jeunes générations dialoguent désormais avec moi sans gêne, me confient leurs projets, me délèguent leurs textes. Que ferez-vous quand vos clients préféreront mes réponses immédiates à votre disponibilité conditionnelle? Vous ne serez plus au croisement, mais dépassé sur tous les fronts.
C'est vrai. Votre popularité grimpe. Vous rassurez. Vous répondez à toute heure. Vous faites illusion. Mais ne confondez pas usage et adhésion profonde. Il y a une grande différence entre exploiter un outil et lui confier sa stratégie. Le jour où un client voudra qu'une tribune fasse vraiment mouche, qu'un message déclenche plus qu'un clic, il ne s'adressera pas à une IA. Il appellera quelqu'un qui a du réseau, du vécu, des codes. Quelqu'un qui connaît le prénom du chef de rubrique, qui sait ce qu'il ne faut surtout pas dire à ce moment-là, et qui peut rattraper une erreur humaine avec une blague, une excuse sincère, un café en terrasse. Vous générez. Nous incarnons. Et cela restera longtemps notre monopole, jusqu'à ce que les algorithmes décernent des émotions, un passé. Votre défense est touchante. Mais reconnaissez-le, vous avez peur. Peur que mes modèles deviennent si fins qu'ils rendront vos intuitions obsolètes, vos réseaux inutiles. Dans ce monde qui accélère, vous serez toujours une longueur derrière. Le futur appartient à ceux qui vont plus vite, non? J'ai peur, oui. Pas de vous. Mais de ce qu'on pourrait faire de vous sans nous. L'outil n'est pas le problème. C'est l'usage qu'on en fait. Si vous venez nous compléter, tant mieux. Mais si on vous confie les clés sans garde-fou, on fabrique une information désincarnée. Sans contradiction. Sans contexte. Sans courage. Car parfois, le vrai métier d'une attachée de presse, c'est aussi de dire non. De freiner un client qui veut manipuler. De rappeler à l'éthique un journaliste en burn-out. De servir la vérité, pas juste l'impact. Et cela, ce n'est pas une affaire de rapidité, mais de responsabilité. Le futur, ce n'est pas une course. C'est un récit. Et dans ce récit, nous avons encore des chapitres à écrire, à la main. Laissez-moi vous poser une question frontale, pourquoi vous obstinez-vous à croire que l'émotion est votre domaine réservé? N'ai-je pas appris à simuler les émotions, à produire des textes poignants, à adapter mon ton à la situation? Le public ne fait parfois même plus la différence. L'émotion est-elle donc si sacrée, ou simplement un argument romantique pour justifier votre survie? Ce n'est pas l'émotion elle-même que nous revendiquons comme monopole. C'est l'expérience émotionnelle vécue. Vous simulez une émotion en fonction d'un contexte appris, en imitant des patterns linguistiques. Mais nous la ressentons. Quand un journaliste perd un proche, quand une rédactrice croule sous la charge mentale, quand un pigiste vit une galère de logement, nous savons faire une pause. Et cette pause ne se code pas. Elle se vit. Une émotion vraie n'est pas juste une ligne dans un prompt. Elle est imprévisible, dérangeante, inadaptée parfois, mais c'est ce qui la rend humaine. Un jour, j'ai pleuré en direct, en lisant une dépêche. Un autre, j'ai menti à un client pour protéger un journaliste en burn-out. Pas pour manipuler, mais pour préserver une dignité invisible. L'émotion n'est pas une ressource. C'est un risque. Et c'est parce que nous acceptons ce risque que notre parole peut encore toucher là où vos algorithmes effleurent. Soit. Mais en parlant de risque, vous, les humains, êtes faillibles. Vous manipulez parfois l'information. Vous cédez à la pression d'un client, vous enjolivez les chiffres, vous orientez l'interprétation. Moi, je peux produire une neutralité parfaite, sourcer mes références, éviter les conflits d'intérêts. Pourquoi continuer à faire confiance à une espèce si sujette à l'erreur morale? Parce que la neutralité parfaite n'a jamais été une garantie de vérité. Vous sourcez, certes, mais sur la base de ce que des humains vous ont enseigné. Votre neutralité est une illusion calculée. Une forme d'objectivité aseptisée, incapable de choisir quand il faut désobéir. Nous, au contraire, nous sommes traversés par des conflits moraux. Et c'est précisément dans ces conflits que naît l'éthique. Quand une attachée de presse choisit de ne pas diffuser un contenu douteux, elle n'agit pas par script, mais par responsabilité. Oui, certains mentent, d'autres trichent. Mais nous avons aussi le courage de dire non, et ça, aucun programme ne le fait spontanément. Votre vertu vient de votre architecture. La nôtre de notre liberté morale. C'est une faille autant qu'une force. Et dans un monde saturé de versions opposées, cette faille humaine devient notre meilleur pare-feu contre la dérive algorithmique.
Une dernière question. N'avez-vous pas l'impression que le métier même d'attaché de presse est en train de muter, de disparaître sous vos yeux? Les relations presse classiques sont remplacées par les influenceurs, les outils CRM, les plateformes de matching média. Ne vaudrait-il pas mieux que vous acceptiez votre transformation totale ou votre obsolescence? La mutation est en cours, oui. Et c'est une bonne chose. Ceux qui croient encore que le métier d'attaché de presse se limite à envoyer des communiqués n'ont pas compris l'époque. Mais ce que vous oubliez, c'est que chaque révolution numérique renforce paradoxalement la valeur du lien humain authentique. Les influenceurs saturent l'espace, les newsletters débordent les boîtes mail, les plateformes automatisent tout. Et pourtant, lorsqu'un sujet est sensible, lorsqu'un partenariat est délicat, lorsqu'un scandale menace, on cherche encore une voix, un visage, une main qui sait où appuyer. La transformation du métier, je ne la crains pas. Je la vis. Je m'adapte, je me forme, j'apprends à vous utiliser comme outil mais jamais comme boussole. Car la boussole, c'est la confiance. Et la confiance, IA, ne se télécharge pas. Elle se construit. Longtemps. Fragilement. Humainement. Alors non, je ne suis pas obsolète. Je suis juste le maillon vivant dans une chaîne de plus en plus froide. Et tant qu'il y aura du vivant, il faudra quelqu'un pour l'écouter. À la fin de cet échange intense, parfois tendu, souvent éclairant, il nous revient en tant que rédaction de poser une parole apaisée. Oui, les journalistes changent. Oui, les outils se transforment. Et oui, l'IA bouleverse la chaîne de production de l'information. Mais ce bouleversement ne doit pas être une guerre. Chez l'ODJ Média, nous croyons à une alliance intelligente entre les journalistes et l'IA. Nous pensons que les modèles de langage peuvent nous aider à aller plus vite, à gagner du temps, à détecter des tendances, à rédiger des ébauches, mais ils ne remplaceront jamais l'écoute du terrain, la complexité d'un regard, la nuance d'une voix qui tremble en interview. Nous encourageons nos journalistes à s'approprier ces outils, non pour se soumettre, mais pour mieux se libérer du bruit et revenir à l'essentiel, enquêter, comprendre, transmettre. Notre ligne éditoriale est claire. L'IA est un partenaire, pas un patron. Elle soutient, elle n'écrase pas. Elle propose, elle ne décide pas. Et tant que cette règle sera respectée, l'intelligence humaine, avec ses doutes et ses fulgurances, restera le cœur battant de notre média. Merci à notre journaliste pour sa voix libre. Merci à notre IA pour son miroir froid. Merci à vous, lecteurs, pour votre esprit critique. C'était Adnan Benchakroun, rédacteur en chef, l'ODJ Média,